Est-ce que Ipsen est une valeur de qualité ou pas? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du laboratoire pharmaceutique. On est sur une action qui est passée de 54 à 112 en 10 ans. Bon, c'est pas flambant, hein. On est en stagnation depuis le point haut a été atteint en 2023. Depuis, ça a passé, on va dire une sorte de range, voire même peut-être une légère décélération. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. On est quand même sur une grosse mid-cap, voire limite une large cap, hein. Donc, c'est peut-être un dossier qui pourrait rentrer dans le CAC 40, mais j'imagine que s'il ne va pas dans le CAC 40, c'est parce qu'il y a un des critères. Il y a des critères en dehors de la market cap, hein, qui comptent pour être dans le CAC 40, notamment la taille du flottant, par exemple. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas dans le CAC 40, mais je pense qu'ils sont plus gros que les derniers du CAC 40, hein, style Téléperformance ou autre, hein. Donc, au niveau de la croissance, en médiane, c'est 11,3%, quand même pas mal, hein. Dernièrement, on est plutôt à 9,5. Bon, il y a une réaccélération, mais en fait, cette croissance est obtenue surtout par acquisition. Et quand je vois ça, ça m'inquiète un peu parce qu'on a 8 milliards 250 millions d'acquisitions sur une market cap de 9 milliards 250 millions à peu près, un petit peu plus. Je pense que ces acquisitions n'ont pas toutes créé de la valeur. Là, il y a d'énormes, donc c'est-à-dire qu'il y a d'énormes écarts d'acquisition au bilan et que peut-être qu'il y a eu des dépréciations de ces écarts d'acquisition si les entreprises ont été achetées trop cher, hein. Donc à vérifier. On est plutôt sur une boîte qui fait maintenant de la croissance externe plutôt. Donc, c'est plutôt une boîte de fusion-acquisition. Au niveau des taux de marge, bon, la pharma, hein, c'est les taux de marge importants. Eux, ils sont à 83%, ce qui est énorme. Niveau opérationnel, c'est bien géré. Taux de marge d'EBITDA, 35,5%. Ça a un peu décéléré depuis 2022. Donc là, il faut peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais après, ça rebondit. Le point bas a été atteint en 2023. Depuis, ça s'améliore un petit peu. Le taux de marge net, par contre, lui, est beaucoup plus volatile. Mais sur les pharma, il vaut mieux regarder maintenant plutôt les free cash flow, parce que là, c'est une grosse pharma qui n'a pas besoin de faire de la dépense en capital. Ils font peut-être de la R&D, hein, mais ça n'impacte pas les free cash flow. La R&D, ça compte plutôt dans les dépenses opérationnelles. Donc, bon, on a un taux de marge de free cash flow qui est confortable, alors il a un peu ralenti depuis 2023, mais rien de significatif. Bon, voilà, on est au plus haut par rapport à il y a 10 ans. Donc, l'entreprise a conforté sa position concurrentielle. Plutôt bien, donc plutôt très bien géré. Attention, moi, petite mise en garde sur le secteur pharmaceutique. Moi, je suis structurellement à l'écart du secteur parce qu'il y a des risques spécifiques sur des risques juridiques, hein. Donc, ils sont obligés de passer tout le temps des provisions pour litige au cas où il y a des procès. Donc, moi, ça me tient bien à l'écart de ce secteur. C'est un risque à prendre en considération et évidemment, c'est reflété dans le multiple du secteur. Au niveau des free cash flow par rapport aux bénéfices nets, on voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. C'est ce à quoi on peut s'attendre, hein, puisque en fait, il n'y a plus besoin de faire la dépense en capital. Au niveau du BFR, on est à BFR négatif depuis 2022. Excellent. Donc ça, maintenant, ça veut dire que depuis 2022, ce sont les clients qui financent les opérations. On n'a pas besoin d'immobiliser du cash pour faire tourner les opérations. C'est très bien. Est-ce qu'on a une variation durable du BFR? Non, je pense que là, on va peut-être repasser en BFR positif, ou en tout cas nul, d'ici quelques temps. Mais voilà, ça atteint un point bas. Enfin, on a cumulé quand même 510 millions de BFR négatifs depuis 10 ans, ce qui est plutôt pas mal, et ça s'est accéléré depuis 2022. Bon. Comment c'est obtenu? Ça, si vous êtes curieux, il fallait voir. Donc, vous avez 3 facteurs: les stocks, et des paiements clients, et des paiements fournisseurs. Donc, ils ont activé un ou plusieurs de ces leviers pour avoir un meilleur BFR. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont du pouvoir dans le rapport de force face aux clients et aux fournisseurs, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la dépense en capital, dépréciation et amortissement et aux ordres cash items, on est sur des capex plus élevés que les dépréciations et amortissements, mais vous avez 3,8 milliards de other cash items. De quoi il s'agit? Je ne sais pas, il faut aller voir, mais je pense qu'il y a de la dépréciation des cartes d'acquisition et il doit y avoir des provisions pour litige aussi, hein, là-dedans. Donc, tout ça fait que dépréciation, amortissement et other cash items, c'est au-dessus des capex, donc free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Voilà. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, moi j'utiliserais plutôt le price to free cash flow plutôt que le price earning. Et si elle est endettée, plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, on est sur une très bonne rentabilité opérationnelle. 18% en médiane, on a 17,5 actuellement, ça rebondit depuis 2024, excellent. Il n'y a plus énormément de croissance, on peut s'auto-financer sans problème sur Ipsen. Et faire des acquisitions également, et potentiellement aussi rémunérer l'actionnaire assez confortablement. Alors, d'abord, un coup d'œil à la dette. On est cash net. C'est très bien.
qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Il faut le rendre aux actionnaires. Bon, d'un côté, ce cash-là génère des intérêts. Mais bon, ça a accéléré depuis 2022 avec les hausses de taux. Maintenant que les taux sont en baisse, c'est pas très intéressant. Ça a un coût d'opportunité pour l'actionnaire d'avoir son cash. C'est son cash, hein. L'actionnaire, il possède à proportion de sa part de l'entreprise, il possède le cash de l'entreprise. Bon, ce cash, il génère du 2 à 3% maxi, alors qu'un actionnaire, lui, il voudrait peut-être placer à 5-6%, 7%, 8% en actions, par exemple. Donc, il faut rendre le cash aux actionnaires ou faire des acquisitions créatrices de valeur. Bon, vu le track record de l'entreprise, j'ai pas l'impression que ces acquisitions soient très créatrices de valeur, hein. En tout cas, ça améliore un peu le résultat financier, très bien. Et si vous regardez la rémunération de l'actionnaire, hop, on va regarder ça. Au niveau du dividende, on verse 107 millions de dividendes en augmentation assez régulière. Pas régulière, bof, hein. De temps en temps, on augmente le dividende, on va dire, mais c'est pas très régulier. Il pourrait augmenter ça plus régulièrement. Ça attirerait, à mon avis, plus d'investisseurs. Et ils sont plutôt radins. Ils sont plutôt radins en payout ratio, hein. C'est 1/8 des free cash flow. Honnêtement, c'est pas très très intéressant, hein. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils versent aussi peu de dividendes? Alors, ils font des rachats d'actions, un petit peu. On va voir si c'est intéressant au point de vue valorisation, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi radins avec l'actionnaire, hein? Je comprends pas. On est sur une boîte qui génère de gros free cash flow et on verse 1%, 1,5% de rendement du dividende. Ça peut quadrupler, quoi. Il faut qu'on verse 4,5, 5% de dividende. D'ailleurs, c'est ce que verse Sanofi, par exemple. Bon, on n'est pas de la taille de Sanofi, mais on commence vraiment à être sérieusement mature. Bon, ils sont radins. Voilà ce qu'on peut dire. Au niveau de la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Hop. Bon, ça se paye pas très cher, hein. Ça se paye pas très cher, mais c'est le secteur pharmaceutique. On va faut regarder les comparables. Le secteur pharmaceutique se paye pas très cher parce c'est très risqué en fait, hein, avec les litiges et compagnie, hein. Donc ça se paye 11,5 contre une médiane de 11,8. On est sur la médiane à peu près. Voilà, on peut dire qu'en excès, on peut aller à 13. Ouais, pourquoi pas, 13,5. Donc on va dire qu'il y a une légère marge de sécurité à ce niveau. Si on va voir un peu les comparables, on va se mettre Sanofi. Hop, c'est pas la même taille, hein, c'est sûr, hein, je sais. On peut regarder Roche, par exemple, en Suisse. On peut regarder AstraZeneca. Hop, AstraZeneca. On peut regarder GSK, par exemple. Ça va nous faire déjà un mot de panel. On reste en Europe, comme ça, on a des comparables européens. Les Américaines se payent plus cher, donc c'est pas forcément représentatif. Bon, ben, en fait, le marché est plutôt radin avec Ipsen aussi, hein. Donc GSK, on va dire, ça se paye, c'est 5 fois plus gros. En fait, il faudrait quand même des comparables un peu plus petits. Mais bon, ça reste le même secteur d'activité. La plus valorisée étant AstraZeneca, la moins valorisée étant Ipsen. Bon, GSK, c'est le plus proche comparable, il est à 7,4. Alors, on a un VE sur EBITDA, mais on peut se mettre aussi un price to free cash flow. Après, je ne sais pas si les autres entreprises sont endettées, il faut vérifier. Mais en price to free cash flow, on est plutôt dans le milieu de fourchette. Donc, bon, voilà. Ici, bon, on va dire que on est quand même par rapport aux comparables, on n'est pas très très bien valorisé, mais il n'y a pas une décote manifeste. Et je pense que le fait qu'ils ne versent pas de dividendes, pas énormément, ça joue en défaveur de l'entreprise également, hein. Donc si vous êtes actionnaire d'Ipsen, mettez la pression au management et au conseil d'administration pour commencer à verser du dividende sérieusement. Parce que voilà, là on vient de gonfler la trésorerie nette, on n'a pas l'opportunité d'investissement, on ne rend pas l'argent des actionnaires. C'est débile. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'était à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.